Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Guinée. Le dossier du jour sera consacré au secteur culturel et au sommaire également de cette émission. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a installé la commission chargée de rédiger une nouvelle constitution. L'accent sera mis sur le rééquilibrage des pouvoirs. Et en République démocratique du Congo, difficile reprise du dialogue national. L'opposition accuse toujours le président Joseph Kabila de faire glisser volontairement le calendrier électoral. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes, avec à ma gauche Alfred Chango. Alfred, c'est un plaisir. Très heureux de vous retrouver autour de ce plateau, et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, merci de leur accueil. Et puis une pensée émue déjà en avance pour Othman Mohamed. Voilà. Gracien Roukinikiza, Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, c'est un ravissement. Ravissement, même ravissement pour moi. Et comme Alfred l'a souligné tout à l'heure, on va faire un petit feu d'artifice pour Othman. Exactement, Othman pour qui c'est la dernière, mais on y reviendra bien évidemment à la fin de cette émission. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Au Burkina Faso, les membres de la commission constitutionnelle ont été installés ce jeudi 29 septembre, installation par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Ces membres disposent de 2 mois pour élaborer une toute nouvelle constitution qui fera entrer le pays dans sa 5e République. C'est un sujet qui nous a été préparé par Zahra Mohamed Moutiou. Ils sont 92, représentants de partis politiques, de la société civile ou encore des juristes, mais également des défenseurs de l'environnement. Ils sont chargés d'élaborer une nouvelle constitution, un texte qui vise à mettre un terme à la 4e République burkinabé, une république identifiée au régime de l'ancien président Blaise Compaoré. Il nous faut des institutions fortes qui survivent à leurs géniteurs et donc la qualité du consensus national est nécessaire pour fixer des bases permettant de garantir leur capacité à renforcer la cohésion sociale, à consolider l'unité nationale et à promouvoir la paix et la stabilité. Concrètement, qu'est-ce qui devrait changer? Pour l'heure, aucune indication concrète sur le régime constitutionnel envisagé, mais dans les grandes lignes, le futur texte prévoit un rééquilibrage des pouvoirs. Et mettre l'accent, c'est celui de la séparation effective des pouvoirs, notamment du pouvoir judiciaire. Parce que comme vous le savez, dans tout état de droit moderne qui se respecte, la justice constitue le régulateur des tensions sociales. Lorsque la justice ne fonctionne pas, toutes les voies sont ouvertes à toutes les dérives possibles. L'actuelle constitution est en vigueur depuis le 2 juin 1991. La commission constitutionnelle a 60 jours à partir de ce 29 septembre pour soumettre l'avant-projet de la nouvelle constitution qui marquera l'avènement d'une 5e République née de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Alfred, pourquoi ce besoin de passer à une 5e République ? Je pense pour Roch-Marc Christian Kaboré et pour beaucoup de Burkinabés, il s'agit effectivement de tourner définitivement la page du beau Blaise Compaoré qu'on a vu encore en images, d'archives défiler devant nous, et de marquer le coup. Et puis c'était un engagement de campagne pour Roch-Marc Christian Kaboré. Donc passer à une nouvelle République, oublier tout ce qui a fait les malheurs de Burkinabé pendant ces dernières années et surtout depuis un peu plus de 2 ans avec la tentative de modification de la Constitution et puis la tentative de coup d'État il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il s'agit vraiment de marquer le coup. Et comme l'a dit l'un des membres de la commission constitutionnelle, d'essayer d'accentuer un fait important, la séparation de pouvoir. Gracien, c'est une nécessité, selon vous, d'entrer dans une nouvelle République pour marquer la rupture avec l'ancien régime ? C'est une nécessité, ce n'est pas seulement pour moi marquer la rupture avec l'ancien régime. On marque la rupture dans les actes, dans l'action du gouvernement, dans l'action qui va se passer. Mais aussi, c'est une façon de démontrer que la Constitution, on a un pays, on a un peuple qui se bat, un peuple vraiment qui est digne de tout ce qu'il a fait, depuis le début. Et d'ailleurs, comme on le dit, le pays de l'homme intègre. Et on a une Constitution qui ne correspond pas vraiment à ce peuple. Bon, pratiquement tous les peuples. Mais une Constitution qu'on peut modifier comme on veut, une Constitution qui laisse des ouvertures à
une certaine dictature, notamment par exemple au niveau de la modification de la Constitution. Dans beaucoup de pays, il ne faudra pas l'oublier que le Congo, par exemple le Congo-Brazza, dans la Constitution, on ne pouvait pas modifier certains articles de la Constitution. On a changé tout simplement la Constitution. Donc il faudra voir tout ce qui peut aller avec son peuple, une Constitution vraiment qui protège son peuple qui se bat. Jean-Marie, la Constitution actuelle, selon vous, ne colle pas à la réalité et aux aspirations des Burkinabés ? Moi, je prendrais une autre position là-dessus, Amira. Contrairement au débat que nous avons toujours ici, là, sur les modifications des constitutions en Afrique. Là, c'est quelque chose qui est fait en amont. Une constitution, ce n'est pas quelque chose d'immuable, si vous voulez, dans un État. C'est tout simplement la constitution, sa fonction, c'est de suivre la dynamique, si vous voulez, du peuple. C'est-à-dire, dès l'instant que vous avez un peuple qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on peut changer la Constitution. Mais là où le bas blesse chez nous en Afrique, c'est que ces constitutions-là, Amira, sont toujours changées, si vous voulez, à la veille des élections présidentielles. Donc ça pose une suspicion. D'autant plus que l'impact de ces différentes, soit changements, soit révisions constitutionnelles-là, ne vont pas toujours dans le sens que souhaite la majorité de la population. Donc, de mon point de vue, que vous ayez un peuple, comme Alfred et Gracien viennent de le souligner, le peuple burkinabé aujourd'hui, on n'a plus rien à dire dessus. Ils ont montré leur maturité. Maintenant, s'ils veulent se doter d'une république, d'une constitution différente, qui instaure un fonctionnement, c'est-à-dire ça va servir à asseoir les nouvelles institutions aussi. Donc à partir de là, de mon point de vue, dès l'instant que le président Kaboré l'avait, c'est-à-dire prévu, lors de son élection, il est tout à fait logique que cette constitution-là soit changée et qu'on change de... Et Alfred, ça va surtout permettre de rééquilibrer les pouvoirs. Hein. Oui, ça c'est très important. Mais avant de répondre à votre question, Amira, je voudrais quand même nuancer un peu le propos de mon ami Jean-Marie. Je dirais au fond, les pays qui changent ou modifient les constitutions sont des pays à démocratie très faible, qui ne respectent pas l'état de droit. Prenons un État comme les États-Unis, la Constitution elle est là depuis combien de siècles? Pourquoi est-ce qu'on ne la modifie pas? Parce que les institutions ont été stabilisées. On change chez les constitutions, voilà, exactement chez nous, que parce qu'on ne stabilise pas ces choses-là. Alors, évidemment, pour en revenir à votre question, oui, il faut équilibrer les pouvoirs. Mais il faut là aussi qu'une fois que le constituant a décidé, c'est le souverain, parce que le peuple sera consulté après la mise en place de cette nouvelle constitution par la commission constitutionnelle, il faut respecter les termes de cette constitution. Il faut respecter la séparation de pouvoir. Je ne nous comprends pas, nous les Africains, pourquoi nous nous dotons des instruments juridiques et l'une des premières, c'est l'un des premiers instruments le plus solide, c'est la Constitution, mais nous sommes encore les premiers à les modifier, à ne pas les respecter. Il y a là quelque chose qui dépasse mon entendement. Suspendu après les troupes des 19 et 20 septembre à Kinshasa, les travaux du dialogue national en République démocratique du Congo ont repris ce 30 septembre. Point crucial, l'annonce des dates précises pour les différentes étapes du calendrier électoral. Au cœur du débat, le respect des délais constitutionnels. Diarra Ndiaye. La Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, invitée à prendre part au dialogue national inclusif. Ce vendredi 30 septembre, la CENI a fait son exposé sur le processus électoral lors de la reprise des pourparlers. Travaux auxquels refuse toujours de prendre part le rassemblement de l'opposition. L'opposition et membres du rassemblement, nous ne faisons pas partie de ce qui se passe aujourd'hui à l'Union africaine au Kanshasa, qui n'est qu'une grande conférence de l'enregistrement de la majorité présidentielle. Nous n'avons même pas un crédit accordé à la CENI. Nous n'avons aucune idée de pouvoir faire confiance à la CENI, ni dans sa configuration, ni dans tout ce qu'elle est en train de faire. La CENI a confirmé réellement qu'elle est un bras séculier du pouvoir. Elle est là pour violer la Constitution et pour ne pas permettre au peuple congolais de jouir de l'expression démocratique conformément à sa Constitution. Encore d'épineuses questions à trancher en République démocratique du Congo. Ce vendredi, les participants au dialogue étaient également appelés à se pencher sur le contenu du projet d'accord. Le débat porte notamment sur certaines questions, comme celle du rôle du président actuel, Joseph Kabila, de la durée de la transition ou de la date de la présidentielle. La majorité reste confiante quant à l'issue de ces discussions et prône la poursuite du dialogue. La solution de sortie de crise, c'est le dialogue national qui est aujourd'hui à l'ordre du jour piloté par la communauté internationale selon la résolution 2277. J'y crois et nous devons tous y croire et travailler pour que ce dialogue ait lieu. Il n'y a pas d'alternative.
Parmi les options mises sur la table, celle choisie par la commission électorale, la plus longue mais la plus fiable selon de nombreux observateurs, à savoir la refonte complète du fichier électoral. Si cette option est confirmée par les délégués au dialogue national, la présidentielle ne pourra se tenir qu'après juillet 2017. Alfred, je vous laisse ouvrir ce débat. Non, mais c'est pathétique ce qu'on a entendu le ministre de l'Industrie dire ici, il n'y a pas d'autre alternative. S'il y a toujours des alternatives, ils auraient dû, depuis 2011, on a cessé de le répéter ici, préparer ces élections, donner à la Commission électorale nationale indépendante les moyens d'organiser ces élections. Et au fond, c'est un dialogue pour rien, puisqu'on sait dès le départ que Kabila et ses amis du PPRD veulent aller à tout prix à ce glissement du calendrier électoral. D'ailleurs, j'ajouterais même qu'aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante s'est esquivée de la réunion, et donc du coup, c'est reporté à demain. Donc il y a là un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas fixer de calendrier exactement de ces élections, et ils savent très bien que s'ils annonçaient que les élections, il y aura glissement et que c'est dans un an que les élections vont avoir lieu, il va y avoir encore des manifestations. Après juillet 2017. Il va y avoir encore des manifestations d'ici décembre. Justement, Jean-Marie, une élection présidentielle après juillet 2017, on peut comprendre que l'opposition se sente lésée. Tout à fait, c'est tout à fait logique. Vous savez, chez nous en Afrique, il y a vraiment un paradoxe énorme. Chaque fois qu'on pose, si vous voulez, le droit et la politique sur la table, c'est toujours la politique qui a le dessus. Le droit reste le parent pauvre. Et vous avez Alfred qui vient de le souligner là aujourd'hui. Tant que nous n'apprendrons pas chez nous, comment dirais-je, à respecter les textes de droit que nous nous sommes donnés nous-mêmes, nous ne stabiliserons jamais rien en Afrique et nous n'aurons pas, si vous voulez, la réelle démocratie dont parlait Alfred là, tout à l'heure. Et il faut que tous les acteurs sachent qu'un texte, c'est la volonté populaire, la volonté du peuple et au-dessus de tous les citoyens d'un État. Gratien, il y a clairement un glissement du calendrier électoral qui aurait pu être évité. Le président Joseph Kabila est en train, en fait, de parvenir à ses fins. Oui, justement. Depuis qu'on discute et depuis qu'il discute, le fichier électoral qui pose un problème aurait été déjà fait. Le recensement, quand on fait un recensement de la population, on fait le recensement en 15 jours. Donc, le fichier électoral est plus simple qu'un recensement de la population. Donc, ça peut se faire. Ce n'est pas le RD Congo qui manque des fonds. En même temps, on voit bien, le glissement, si on glisse jusqu'au mois de juillet 2017, qu'est-ce qu'ils vont gagner par rapport au temps qu'ils ont perdu? C'est une courte période. Cela veut dire que finalement, ça ne sera pas glissé jusqu'en juillet 2017, mais c'est pour gagner du temps. En 2017, éventuellement, qu'il pourra dire qu'il peut se représenter. J'aimerais vous entendre tous les trois sur cette question. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de la République démocratique du Congo, Alfred, très rapidement? Alors, moi, je suis partagé. Très rapidement, je suis partagé parce qu'effectivement, il y a des très fortes tensions qui existent aujourd'hui, qu'on essaie d'escamoter ou que les médias congolais essaient d'escamoter, les amis de Kabila essaient d'escamoter. Il y a eu des tensions très, très, très fortes. Ça peut exploser à tout moment, n'importe où dans ce territoire-là. Donc il y a le risque vraiment d'une déflagration de ce pays si les délais constitutionnels ne sont pas respectés et si on ne trouve pas les moyens justement d'éviter que, au fond, beaucoup attendent, si on arrive à ce glissement, que Kabila ne soit pas candidat, qui ne préside pas cette transition-là. Gratien, vous craignez? Oui, bien sûr. Je crains beaucoup les risques d'explosion dans ce pays, surtout que ça se passe aujourd'hui au Burundi. Ils ont bloqué, Nkurunziza n'a pas voulu partir. Au Congo, Sassou Nguesso a changé la constitution. En Angola aussi, tout n'est pas clair. Cela veut dire que Kabila aussi va se dire « je ne vais pas être le premier à partir de cette façon ». Il va essayer de se maintenir et le peuple va se révolter. Jean-Marie, la République démocratique du Congo, c'est un gros foyer de tension selon vous dans la sous-région? Gros foyer de tension pour moi dans la sous-région, tout simplement pourquoi? Parce que Alfred a bien dépeint la situation. Il n'y a pas seulement la dynamique interne. On a vu les ambassades, si vous voulez, de la RD Congo brûler à l'extérieur. Donc, reprolonger encore ce suspense-là, qui aurait pu être, comment dirais-je, qui aurait pu être réparé, si vous voulez, réparé à l'avance. Tout simplement pourquoi? Parce que dès 2011, la CENI dont on parle là, j'ai entendu ici là, vous savez pourquoi est-ce que la réunion est reportée pour demain? Parce que le président de la CENI n'est pas sur place. Tout simplement pourquoi? Vous lancez un dialogue. On ne sait pas là où vont les gens. Alors que
Préalablement, il avait été défini en 2011 qu'on mettait 250 millions de dollars chaque année pour pouvoir faire cette élection-là. On se réveille la veille, on nous dit que oui, bon, les moyens ne sont pas là, l'OTAN, un parti, ne nous permet pas, si vous voulez, de pouvoir toiletter le fichier électoral afin que nous puissions aller aux élections. C'est inimaginable. Alfred, je connais votre avis quant au dialogue national qui a été initié par le président Joseph Kabila. Dans ce cas-là, l'opposition qui refuse toujours d'y participer, ça ne va pas être résolu grâce à ce dialogue. Qu'est-ce que vous préconisez pour sortir la RDC de la crise? Pour sortir de la crise déjà, que Kabila se prononce très clairement sur sa position. Maintenant, nous savons que d'ici au 19 décembre, il est impossible d'organiser ces élections-là. Donc, il faut une courte période justement pour permettre de préparer à ces élections et de faire que le président du Sénat dirige cette courte période-là. Moi, je ne suis pas... Rappelez-le, entre la fin du délai constitutionnel et la prochaine élection présidentielle, il y aura une période de vide. Le facilitateur Edem Kodjo a préconisé justement que Joseph Kabila se maintienne au pouvoir. L'opposition refuse et veut justement que le président du Sénat siège à la présidence. Exactement, parce qu'Edem Kodjo... Mais pourquoi est-ce qu'il est accusé de traître par tous les partis de l'opposition? C'est à cause justement de cette position-là. Et beaucoup laissent entendre qu'il s'est fait soudoyer par Kabila, etc. Mais enfin, bon, il faudra le prouver. Mais malheureusement, effectivement, c'est la mauvaise personne que l'Union africaine a choisie pour envoyer en RD Congo pour régler ce problème. Elle aurait pu choisir des Sénégalais qui connaissent mieux le terrain congolais. Malheureusement, c'est Edem Kodjo qu'on a envoyé et on voit les résultats. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.